Et voilà, on va pouvoir commencer. Hop là, bonjour tout le monde. Bonne année. Alors quand je dis bonjour tout le monde, c'est bonjour tout le monde sur Twitch, sur Spotify, sur YouTube, parce qu'on est partout, il faut être partout. On est avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Voilà. On est avec Marion qui du coup va nous parler de sa thèse et un peu de son parcours aujourd'hui. Marion, tu es la première interviewée à avoir un parcours, disons, qui n'est pas dans les sciences dures. Hein. On avait Aurélie en octobre en physique et puis Théo en chimie en novembre. Là, après une petite maladie en décembre, on se retrouve pour des sciences de l'information et de la communication. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours scolaire, universitaire? Scolaire, c'est genre dernière année de lycée, puis après, comment t'en es venu à faire ce que tu fais? Ok. Alors j'ai commencé par faire un bac économique et social. Ouais. Juste pour résumer grosso modo le truc, je n'ai pas du tout de formation en sciences au départ. Mhm. Voilà, au départ, je m'orientais plutôt vers le commerce. Donc j'ai fait un DUT en technique de commercialisation après le bac pendant 2 ans. D'accord. Puis bon, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Enfin, c'était intéressant, mais c'est tout. Mhm. Et il me manquait quelque chose, quoi. Donc, pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire, je suis partie au Canada pendant 1 an pour faire l'équivalent d'une troisième année de licence en communication, mais de manière plus globale. Ouais. Voilà, j'ai généralisé le domaine de la communication. Ok. Et c'est là-bas que je me suis dit, bah, en fait, ma passion, c'est l'astronomie depuis que je suis petite. Ouais. Euh, Pourquoi j'ai pas fait de sciences dès le départ, je sais pas. Pour autant, j'avais pas envie de tout recommencer depuis le début. Mhm. Donc, je me suis demandé comment faire pour rattraper l'astronomie sans faire de physique ou de mathématiques, c'est-à-dire sans reprendre des études de tout depuis le début. Mhm. Et donc, en cherchant un peu des formations de master, je me suis rendu compte qu'il y avait les masters en médiation de culture, médiation de la culture et des patrimoines, donc celui qui est sur Avignon. Ouais. Et je me suis dit, l'astronomie, c'est de la culture, c'est du patrimoine. Donc, je vais me greffer à ce master-là pour rapprocher à la fois les études de com que j'ai fait avant, ma passion et avoir une continuité comme ça dans mes études. Et à l'époque, je ne pouvais pas faire de master en médiation scientifique, parce qu'il y en avait aussi, Ouais. parce que à ce moment-là, ils n'autorisaient que les étudiants qui venaient de licence scientifique. Ok. Donc, je faisais pas partie, j'étais hors sélection quoi, dès le départ. D'accord. Donc, j'ai même pas tenté. Mhm. Et donc, je suis allée dans ce master-là, médiation de la culture, de manière plus générale. Ouais. Donc, je continue par la thèse après, c'est ça? Euh, Si tu veux. Ouais, voilà. Du coup, donc tu as fait ce master. Alors, est-ce que les masters en sciences de la communication, ça se passe comme je veux dire sciences dures, j'aime pas du tout le mot, mais on va dire en physique, en chimie, etc. Mm. Est-ce que du coup il y a aussi un stage qui dure 6 mois en deuxième année ou c'est quelque chose de différent, c'est plus long, c'est. Enfin, comment ça se passe? Parce que du coup, je ne sais rien. Alors, c'était en 2 ans. La première année, donc énormément, la charge de travail est vraiment énorme hein, dans ce master-là. On avait 2 mois de stage la première année et la deuxième année, effectivement, 6 mois de stage. Ok. Donc à partir du mois d'avril, je crois. Euh, voilà. La particularité de ce master, c'est que il est rattaché à une jeune agence qui est dirigée par des étudiants, par les étudiants du master. Mhm. Donc en fait, ça me permet aussi en parallèle d'avoir une première expérience professionnelle. Donc c'est-à-dire qu'en parallèle des cours, les étudiants gèrent l'agence de communication du master. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il faut chercher ses clients, il faut aller prospecter, il faut monter des projets, voilà. Et ensuite, il faut faire la passation avec les autres étudiants. D'accord. Ah oui, rien de tout repos quoi. C'est un master qui est très demandeur ouais, quand même. Ok. Alors, là, j'y pense. Du coup, il y a des laboratoires. Je sais pas si on peut dire laboratoire. Si on dit laboratoire. Si, On dit on dit laboratoire ouais. de sciences de la. Salut, du coup, Malweight 1. Pourquoi ils mettent des numéros dans leur nom, les gens? Je ne sais pas. Du coup, il y a donc dans des laboratoires. Quand tu fais ton stage de M2 qui dure 6 mois, est-ce que tu le fais aussi dans un laboratoire ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va se faire, je sais pas, dans un musée, dans une structure justement qui va avoir une partie médiation, etc. Alors, ça va plutôt se faire dans une structure culturelle. Ouais. Moi, je l'ai fait dans une association d'astronomie qui est à côté d'Avignon.
Donc j'ai fait mes 2 stages dans cet asso. Ouais. Euh, voilà, enfin, pour continuer dans mon objectif de me rapprocher de l'astronomie. Mhm. Et j'ai aussi fait un stage de 2 mois au sein du laboratoire en sciences d'information et de la communication en guise de complément. Ok. Alors du coup, c'est bien parce que tu me fais une petite transition parce qu'il me semble que du coup, c'est dans cette association ou avec cette association que tu as voulu créer ton projet de thèse après ton master. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler? Oui. Alors l'histoire est un petit peu longue, alors je vais essayer d'être assez succincte. Euh, En fait, le projet de thèse, je l'ai depuis longtemps. J'avais le projet de faire une thèse déjà quand j'étais au Canada, donc avant le master. Mhm. Je voulais faire un mémoire en lien avec l'astronomie, ensuite faire une thèse en lien avec l'astronomie, mais du coup, pas dans les sciences dures. Même si moi non plus, j'aime pas trop le terme, mais c'est pas grave, c'est plus simple comme ça. Euh, et donc, quand j'ai commencé à faire mes stages dans cette association, dès le départ, le président de l'asso était au courant que j'avais ce projet de thèse et il voulait me garder dans l'équipe après le master. Et il savait que la condition pour me garder, c'est que moi, je voulais faire ma thèse. Donc, soit c'était avec eux, soit c'était sans eux, mais c'était mon projet, quoi. Mhm. Et donc, en y réfléchissant de son côté, voilà, il m'expliquait que éventuellement c'était faisable de faire ma thèse avec eux. Donc, moi, j'étais vraiment emballée. En plus, au départ, le projet de thèse était basé sur le projet de nouveau planétarium que l'association était en train de faire construire à ce moment-là. Mhm. Donc en fait, mon premier sujet devait porter sur le nouveau planétarium D'accord. et donc sur la conception de nouvelles séances et tester des différents formats de séances et du coup, voilà, faire des expériences comme ça. Mhm. Donc le projet se monte, on met un petit peu de temps à le monter quand même. Donc j'ai commencé à travailler chez eux après le master. Mhm. J'étais pas encore en thèse. Donc au total, j'ai travaillé 3 ans chez eux avant de démarrer la thèse. Stage et puis contrat après compris. Ouais, ouais. Et puis, on dépose le projet auprès de l'ANRT, donc c'est l'Association nationale de la recherche et de la technologie, Mhm. qui permet de délivrer en fait des thèses sous convention CIFRE, donc des thèses au sein de laquelle le doctorant en fait est salarié Mhm. d'une structure, d'une entreprise ou d'une association. Donc le financement, c'était ça, c'était faire une thèse sous convention CIFRE déposée auprès de cette association, donc l'ANRT quoi. D'accord. Donc le projet se monte, il est accepté par la NRT. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est le Covid en plus. Donc ça a mis très longtemps à être instruit, ça a mis 9 mois à être instruit à cause du Covid. Mhm. Donc on a attendu très longtemps. Ouais. Habituellement, c'est quoi les délais, tu sais ou pas? C'est entre 2 et 3 mois. Ah oui, effectivement, ouais, donc ça a triplé les délais, ok. Voilà, c'est ça. Donc ce délai, il est normal puisqu'en fait, ils prennent c'est le temps que eux ils trouvent un chercheur qui va évaluer le projet. Mhm. Et en fait, c'est le chercheur qui émet un avis. D'accord. Donc ça peut prendre un peu moins, quoi. Ça dépend combien de temps ils trouvent une personne et en combien de temps cette personne rédige son rapport sur le projet. Mhm. Donc là, ça a pris 9 mois. Le projet a été accepté par la NRT. Mhm. Et donc, moi, de là, je signe mon contrat de travail dans l'association. Sauf que le projet est un petit peu foiré, si je veux dire, parce que au moment où je signe mon contrat, guère de temps après, il y a une assemblée, mince, comment on appelle ça? L'assemblée Général? générale, Ouais. voilà, l'assemblée générale de l'association qui se déroule, pendant laquelle le bureau change complètement et le président aussi. Sans quoi ça aurait pu ne pas avoir d'effet sur la thèse, sauf que le président devait être mon tuteur de thèse pour, euh, pour la durée des 3 ans, et on avait choisi que ce serait lui mon tuteur parce que il a un diplôme en physique. D'accord. Et moi, j'ai pas de background en physique. Mhm. Donc, or, je fais une thèse sur la médiation des sciences en astronomie. Mhm. Donc, il me fallait quelqu'un qui puisse m'appuyer sur le côté astronomie et astrophysique Ouais. pour être sûr que je dise pas des bêtises au moment où j'analyse des séances, la manière dont le médiateur diffuse les savoirs, etc. Mhm. Sauf que dans le nouveau bureau, il n'y avait plus de personnes qui avaient de diplôme comme ça. Et donc là, ça a été un choix de ma part. Je leur ai dit que si personne ne peut m'accompagner sur ce thème-là, pour moi, c'est très important. Donc, j'ai préféré demander à ce qu'on rompe le contrat Mhm. pour ensuite chercher une nouvelle entreprise. D'accord.
Bon, ça s'est bien passé, hein, ils ont accepté, ils ont parfaitement compris. Oui, bah oui. Donc en fait, on a fait une rupture de contrat à l'amiable. Mhm. Et dès là, je me suis retrouvée au chômage, mais inscrite à l'université et rebelote pour chercher une nouvelle entreprise et monter un nouveau projet. Du coup, ça pouvait pas être le même projet, mais juste avec une autre association? Alors j'ai essayé au départ, j'ai Ouais. contacté plusieurs planétariums, Mhm. sauf quand sortie de Covid, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait on peut pas embaucher tout de suite, donc ça peut pas se faire maintenant, c'est compliqué. D'accord. Et donc il y a plusieurs planétaristes qui m'ont dit mais tu devrais te tourner vers RSA Cosmos, peut-être que ça peut les intéresser, tout ça. Donc moi je connaissais déjà l'entreprise de nom. Mhm. Et bon, comme ça faisait déjà deux planétaristes qui me disaient bah va les voir, je me suis dit bon écoute, je vais envoyer ma candidature, expliquer un peu ce que je fais et puis on verra. Ok. Alors, juste, je précise, parce que bon, toi et moi, on le sait, le planétariste, c'est le mot qui est utilisé pour désigner les personnes qui conduisent des séances de planétarium, et en l'occurrence RSA Cosmos, du coup l'entreprise avec laquelle tu fais ta thèse, Mm. c'est si je dis pas de bêtises, c'est le numéro un mondial, hein, RSA Cosmos. Ouais, Ouais, on donc est voilà, leader mondial. voilà c'est donc RSA Cosmos est le leader mondial, le fournisseur principal du coup des logiciels de planétarium pour les planétariums qui fonctionnent avec des systèmes compatibles, etc. Donc tu contactes RSA Cosmos, tu leur présentes ton projet ou tu leur dis j'aimerais faire et ensemble vous construisez le nouveau projet. Ouais, c'est plutôt comme ça que ça s'est Ouais. passé. Je leur ai dit que je cherchais une entreprise pour faire mon doctorat. Mhm. Et donc, j'ai été convoquée à un entretien pour qu'on puisse en discuter, parce que pour eux, c'était la première fois aussi ce type de contrat, ce type de projet. Ils connaissaient pas du tout. Ah ouais. En plus, c'est une entreprise d'informatique au départ. Et moi, j'arrive, je viens des sciences de l'infocom, j'ai Mhm. jamais fait d'informatique. Donc déjà, j'ai apprécié leur ouverture d'esprit à Mhm. ce niveau-là. Et puis, le projet, ils m'ont exposé leur problématique au sein de l'entreprise. Mhm. Ils m'ont demandé si c'était possible de le convertir en projet de recherche, Mhm. voir si on pouvait monter un nouveau projet ensemble. Donc, à la sortie de l'entretien, je contacte mon directeur de recherche. Il me dit, bah oui, écoute, on va travailler sur un nouveau projet. On rédige un nouveau projet de recherche basé sur la nouvelle problématique de l'entreprise. Mhm. On resoumet ça à l'ANRT. Mhm. La NRT instruit le dossier en 2 mois, cette fois-ci. En plus, ils me connaissaient déjà, donc ça a été plus vite. Mhm. Et donc, je démarre chez RSA Cosmos en septembre 2021. Ok. Alors, je posais une question qui est peut-être bête, mais du coup, tu avais un directeur de recherche qui, du coup, forcément est un chercheur. Est-ce Oui. que, du coup, la NRT, elle cherche un chercheur différent pour s'assurer d'une neutralité? Ou est-ce que, puisqu'il y a déjà un chercheur qui est avec toi, ils se disent, bon, bah, c'est que c'est bon. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Tu veux dire pour instruire le dossier ou Ouais, est-ce pour que c'est. juste... Ouais, est-ce que tu t'es dit Ouais, qu'ils cherchaient un chercheur, ils en cherchent un autre que celui que tu connais déjà? c'est ça. Normalement, c'est un chercheur que tu ne connais pas. Ok, Voilà. d'accord, Donc, qui est complètement neutre dans le projet, qui ne connaît pas ton projet, qui ne te connaît pas toi personnellement non plus. d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, tu rejoins RSA Cosmos, Monica Kinota, avec la thèse Planétarium numérique et réalité virtuelle, analyse des logiciels de planétarium numérique et analyse de son appropriation par la médiature scientifique. J'ai commencé à remarquer que les titres de thèse, c'est souvent très long. Il faut que je bosse ma respiration. Alors du coup, chez RSA Cosmos, c'est quoi tes missions? Alors, c'était... Parce que là, actuellement, mon contrat s'est terminé chez eux. Ah, Je me suis mise volontairement au chômage pour finir la rédaction de mon manuscrit à fond la caisse, d'accord, en espérant y revenir du coup après. d'accord. Donc j'étais chez eux pendant 3 ans. Déjà ma mission principale c'était faire ma thèse. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ils ont vraiment joué le jeu de la thèse, c'est-à-dire qu'ils m'ont embauchée en tant que doctorante. Et donc je faisais mon travail de doctorante. D'accord. J'ai fait très peu de tâches hors doctorat à côté, c'était Mhm. très ponctuel. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas de tous les doctorants qui sont en entreprise, hein. Il y en a Hmm. beaucoup qui sont considérés comme des salariés de l'entreprise, sauf que du coup, ils ont leur thèse à faire. Donc ça veut dire que leur thèse, ils font sur leurs horaires personnels. Hmm. Alors que nous, avec mon directeur de recherche, on a dit voilà, il faut que la thèse soit sur les heures de travail parce que c'est ça mon travail, quoi. Hmm.
Donc j'ai fait ma thèse. En dehors de ma thèse, j'étais quand même on me demandait de faire des tâches ponctuelles du style réaliser des démonstrations du logiciel de Planétarium, Ouais. que ce soit en colloque, par exemple, devant des clients ou des prospects. Mhm. Donc je faisais ça. Je faisais beaucoup de conseils auprès de l'équipe des développeurs au niveau de ce qu'il faut intégrer dans le logiciel Ouais. pour le médiateur. Donc je portais le point de vue médiateur, ce qui était plutôt utile parce que j'ai fait de la médiation avant, j'ai animé des séances de Planétum avant. Et donc j'avais un point de vue, on va dire, frais à ce niveau-là, quoi, encore. Mhm. Donc en fait, c'était ma mission principale au sein de l'entreprise, c'était, j'étais dans l'équipe de développement et voilà. Je disais: «Voilà, le médiateur, il a besoin de ça, il va pouvoir expliquer ça à ses publics». Il faut pas oublier que le médiateur, pardon, a différents types de publics. Donc Mhm. il lui faut différentes fonctionnalités pour pouvoir montrer tel phénomène physique. Ouais. Donc voilà, j'avais ce rôle-là. Et puis les développeurs, en retour, me disaient: «Attention, ça techniquement, on peut pas le faire tout de suite» ou «Ça demandait plus de temps» et puis on avait des échanges, comme ça. D'accord. Et en dehors de ça, ma mission principale au sein de l'entreprise, c'était de créer une formation à la médiation scientifique en planétarium, basée sur mes résultats de recherche. D'accord. Donc c'est une formation que j'ai construite au fur et à mesure Mhm. de la thèse. Voilà. Alors, et du coup, ton travail de recherche, comment est-ce que tu le crées? Parce que pour la physique et la chimie, hein, les interviews d'avant, je veux dire, dans l'inconscient collectif, c'est très facile de dire imaginez une expérience de chimie. Tout de suite, on imagine quelqu'un qui verse un produit dans un autre. Une expérience de physique, on imagine quelque chose Mmh. qui explose, un laser qui passe, etc. Comment ça se déroule une expérience en sciences de l'information et de la communication? Comment est-ce que tu as du coup découvert des choses? Comment est-ce que tu as généré des données? Comment est-ce que tu les as analysées? Tout ça. Comment est-ce que tu as fait ton travail de doctorant au final? Alors du coup, je vais commencer par, expliquer ce qu'est mon sujet de recherche. Comme Mhm. ça, je vais pouvoir, enchaîner sur, la réponse à ta question. Hem, alors mon travail de recherche s'est divisé en 2 parties. Mhm. La première, c'était analyser les potentialités de médiation du logiciel. Autrement dit, donc le logiciel, en fait, il génère, des images en 3D temps réel. En fait, il reconstruit l'univers un petit peu comme un jeu vidéo, à monde ouvert. Mhm. Sauf que tout ce qui est intégré dedans, c'est uniquement, des données qui sont issues de la recherche. Voilà, donc c'est juste pour reposer le cadre et donc le médiateur peut faire absolument tout ce qu'il veut dedans, quoi. Se balader, aller voir les planètes, changer, des propriétés, plastiques, des planètes par exemple, des étoiles, peu importe, Mhm. au service de sa médiation. Et donc, une grosse partie de mon travail, ça a été d'analyser, bah, concrètement, qu'est-ce qui est mis à disposition du médiateur? Mhm. Quel type d'image, quel type de fonctionnalité, pour expliquer quoi, avec quelles contraintes, quelles difficultés ça peut poser au niveau de la médiation, mais quelles possibilités ça ouvre aussi. Ça, c'est une question qui, mine de rien, ne va pas de soi, parce qu'il faut savoir que quand on développe un logiciel de planétarium, alors je dis ça, mais c'est aussi le cas quand on écrit un livre, ou quand, peu importe, voilà, c'est le cas pour d'autres médias, Mhm. il y a un travail de transposition qui se réalise. La transposition, c'est quoi? C'est en fait, c'est quand on déplace un objet de savoir, par exemple, du champ scientifique, donc un savoir qui est construit par les scientifiques, qui vit au sein des laboratoires, qui est partagé entre les pairs. Eh bien, nous, ce savoir-là, on le récupère, mais on veut l'intégrer dans un logiciel. Donc, il y a un déplacement qui s'opère Mhm. d'une structure à l'autre. Et dans ce déplacement, le savoir subit des transformations qui sont nécessaires. Mhm. Par exemple, la transformation qu'on peut avoir pour un objet de savoir, donc là, on va partir d'une image scientifique, par exemple, une imagerie qui est produite par un chercheur, comment on fait pour la voir dans le logiciel? Bah, déjà, au niveau des transformations, on la veut en 3D pour commencer. Mhm. Or, les imageries construites par les chercheurs ne sont pas toujours en 3D. Il y en a, mais c'est pas systématiquement le cas. Ouais, ouais. Nous, il faut forcément que ce soit en 3D. On veut que ce soit spatialement cohérent parce qu'on veut que ça vienne s'inscrire dans l'univers qui recrée virtuellement. Il faut que ce soit du temps réel, donc il faut pouvoir manipuler l'objet, il faut donner des fonctionnalités aussi. Mhm. Il faut que le médiateur puisse, par exemple, changer sa couleur, changer sa taille, pouvoir le déplacer dans l'environnement si besoin. Et donc tout ça, ça crée des transformations. Sauf que dans ce processus de transformation, bah, on perd des éléments scientifiques. Par exemple, un phénomène, on ne pourra pas le représenter.
Voilà, soit pour des contraintes techniques, soit parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer, soit parce que c'est pas la priorité, soit parce que potentiellement ce sera bientôt obsolète. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que pour le médiateur scientifique qui se retrouve avec le produit fini, tout n'est pas forcément évident à utiliser dans le logiciel. Donc mon travail, ça a été de formaliser ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, les contraintes que ça pose pour la médiation, en fait, les défis aussi pour un médiateur scientifique qui récupère le logiciel et qui doit produire une médiation qui est exigeante au niveau des savoirs aussi, qu'on veut diffuser au public. Si tout n'est pas clair, il faut me le dire. Hein, Oui, parce oui, que non, mais je t'écoute. C'est passionnant. Du coup, je connais rien, donc je suis à fond dans ce que tu dis. Ok. Donc ça, c'est la première partie, ça a été la partie principale. Et la deuxième partie, ça a été, voilà, une fois que j'ai bien analysé le logiciel, concrètement, le médiateur, comment il s'en sert sur le terrain. Quelle est la différence entre ce que les développeurs projettent du médiateur idéal, entre guillemets, et le médiateur effectif sur le terrain, avec son public, sa narration, ses objectifs de médiation, etc. Et donc, j'ai analysé 2 séances de planétarium, animées en direct, donc c'est-à-dire présentées par un médiateur et une médiatrice scientifique, qui les deux portaient sur l'évolution stellaire. Voilà, et donc cette deuxième partie, c'est plus un complément à la première partie. Donc concrètement, comment j'ai généré les données, ça a été 2 analyses qualitatives pour commencer. Donc c'est-à-dire que c'est une analyse en profondeur des images que j'ai réalisées sur le logiciel. Concrètement, c'est une analyse sémiologique des images que j'ai fait. Donc sémiologie, c'est en fait l'analyse des signes visuels. Par signe visuel, j'entends par exemple, si j'ai une couleur, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue scientifique? Est-ce que ça m'indique une composition chimique? Est-ce que ça m'indique un effet, un phénomène physique, par exemple? Si j'ai une forme, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça m'apprend en fait sur le phénomène physique ou sur le concept scientifique sous-jacent que j'en trouve dans l'image? Donc ça, c'était un long travail. Et aussi au niveau des fonctionnalités, parce que quand j'agis sur l'image, du coup, ces signes visuels, images, enfin couleurs, pardon, forme, texture, ça change. Mais du coup, est-ce que l'interprétation scientifique que j'en fais, elle change aussi? D'accord. Est-ce que le phénomène est différent? Est-ce que je peux dire la même chose si j'ai changé de couleur une planète, par exemple? Je sais pas. Ou une étoile, tu vois? Voilà. Donc, c'est une analyse vraiment qualitative que j'ai fait là-dessus. Pour les séances, les données sont beaucoup plus concrètes, parce que j'ai passé des entretiens auprès des médiateurs. J'ai récupéré l'ensemble de ce que l'ordinateur a enregistré pendant la séance, donc toutes les images, toutes les fonctionnalités qui ont été utilisées. Et ça m'a servi de base pour analyser la séance et le discours aussi. J'ai enregistré vocalement la séance pour savoir exactement ce que les médiateurs expliquaient au public et comment ils interagissaient avec le logiciel, les images et les fonctionnalités. Donc ça a été mon lot de données pour la partie séance. Dis-moi si j'oublie des choses, parce que là, moi, je suis partie aussi, mais... Je crois pas. Attends, j'ai dit comment on fait une expérience en sciences de machin. Donc, c'est ce que tu as fait. Tu as été sur le terrain, tu as rencontré des personnes qui t'ont fait une séance sur la vie des étoiles, du coup, hein, l'évolution des étoiles, l'évolution stellaire. C'est ça. Du coup, tout ça, tu as dû l'analyser, le traiter. Exactement. Puis ensuite, du coup, parce que tu es la première de la chaîne à l'avoir fait, tu as dû condenser tout ça, le mettre sous forme de mots, de phrases, de textes, de paragraphes. Tu as donc dû rédiger ta thèse. Comment s'est passée la rédaction de ta thèse? Long, je dirais. J'ai commencé l'année dernière, en janvier l'année dernière, il y a pile un an, en fait, et j'ai rédigé progressivement, en fait, morceau par morceau. Donc, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, hein. Mais là, actuellement, ma thèse, elle fait 600 pages. Donc, c'est assez long. Pour arriver à écrire dans un délai raisonnable, je me suis fixé pour objectif 1 mois, un chapitre. Donc, janvier, chapitre 1, février, chapitre 2, et ainsi de suite, pour constituer une première version bêta avancée à présenter à mon directeur de recherche. 1 an après,
on arrive au bout du tunnel avec mon parpaing là, Ceci. voilà. Et quand même, c'est pas la version finale non plus. Parce que maintenant, il faut rendre prêt le dossier pour être soumis au jury. Mhm. Et donc, pour ça, en relisant, on s'est rendu compte qu'il y a des parties qui s'enchaînent pas très bien. Ah, faut revoir des transitions, faut restructurer un petit peu. Enfin, voilà, là, c'est du travail qui est mineur, mais qui va être long parce qu'il y a beaucoup de pages, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de rendre le dossier prêt à être évalué. D'accord. Donc c'est-à-dire que maintenant que tu as écrit 600 pages, tu vas devoir relire et relire 600 pages d'affilée afin de savoir ce qu'il faut changer à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ok. Éventuellement, déplacer des parties s'il faut, peut-être des choses comme ça. Alors du coup là on vient de parler un peu du déroulé de ta thèse, de comment les choses se sont passées de manière générale, ce que tu as pu faire. Dans les autres cas qu'on a pu avoir, la thèse était à peu près toujours coupée en 3 parties. Une première partie, une année bibliographie, une année expérience, une année thèse. Est-ce que tu dirais que dans ton cas, tu as aussi eu une année bibliographie comme ça au départ? Ou est-ce que tu as directement été dans le bain chez RSA et tu as pu directement passer à l'interaction avec les professionnels du monde des planétariums? Alors, c'est découpé un petit peu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire une année biblio, deuxième année études et troisième année rédaction. Mais c'est vrai que comme j'étais en entreprise, l'analyse du logiciel est arrivée vite. Dès la moitié de la première année, j'étais déjà dans l'analyse du logiciel en lui-même. Puis en plus, c'était assez pratique parce que j'étais dans l'équipe des développeurs. Mhm. Donc en fait, dès que j'ai une question, ils sont à côté, ils peuvent m'expliquer plein de choses. Donc il fallait vraiment que je profite, que je sois présente dans l'entreprise aussi pour interagir régulièrement avec mes collègues, quoi. Ok. Donc partie biblio, mais je suis rentrée assez vite dans l'analyse du logiciel. Alors du coup, par rapport à la bibliographie, parce que souvent j'aime bien chercher les thèses et les titres des thèses exactes sur un site que tu connais peut-être, c'est thèse.fr, où les Mm. thèses sont recensées, etc. En tapant le mot planétarium, il n'y a qu'une seule thèse qui est sortie du logiciel, c'est la tienne. Du coup, ça m'a amené à penser que tu étais la première personne à effectuer une thèse sur le monde des planétariums. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pu utiliser comme bibliographie pour ta thèse? C'était plutôt sur qu'est-ce qu'une image, comment est-ce qu'on l'interprète? Ou est-ce que tu as pu trouver de la bibliographie sur la médiation scientifique en tant que telle? Alors j'ai dû mélanger plusieurs choses. Donc effectivement, j'ai une grosse biblio sur l'imagerie de manière générale, que ce soit l'imagerie scientifique ou l'imagerie de médiation. Ouais. La médiation scientifique aussi, hein, il y a une grosse biblio dessus, hein. D'ailleurs, si ça intéresse des personnes dans le chat, dans le chat, n'importe quoi, dans le chat, je peux envoyer des éléments de biblio sur plein de sujets. Ouais. Euh, Au niveau des planétariums, la recherche dans ce niveau-là est quand même très développée, mais dans le monde anglo-saxon surtout. D'accord. Donc j'ai pu trouver beaucoup d'éléments sur la didactique dans les planétariums, chez les Américains notamment. Mhm. Ils sont très actifs au niveau de ces recherches-là. D'accord. En didactique des sciences, généralement c'est en didactique des sciences, hein, par contre c'est pas en sciences de l'infocom. Mhm. Ah, est-ce que tu peux expliquer la Euh, différence? oui, alors la didactique, tu veux le faire ou je le Ah fais non, non, celui-là? est-ce que tu peux expliquer la Oui, différence? oui, oui. Moi je pose des questions, c'est tout. Oui. Alors, grosso modo, pardon, la didactique des sciences s'intéresse surtout à l'enseignement scolaire. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les études sur les planètes qui ont été faites, c'est surtout des études comment on apprend à des élèves en classe tel phénomène au planétarium. D'accord. Alors, on amène une classe au planétarium et on analyse comment les élèves y comprennent. Mhm. Si en sortant, ils ont bien compris le phénomène des saisons, par exemple, les phases de la Lune, etc. Ok. Mais on se situe dans le milieu scolaire. Mhm. Dans les sciences de l'information et de la communication, la médiation scientifique, elle ne s'inscrit pas forcément dans le milieu scolaire. Il y a Mhm. des scolaires qui viennent, mais il y a aussi des familles, des groupes d'amis qui viennent sur leur temps libre. Bien sûr. Et donc, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mhm. Voilà la différence Ok. entre les deux. D'accord. Ok, ok. Donc là, tu vas bientôt soutenir ta thèse, à peu près. Ça devrait avoir lieu cette année en tout cas, on imagine, on espère pour toi Oui, évidemment. c'est le but. Euh,
Du coup, une fois que tu auras ta thèse, tu auras le titre de docteur avec un E, doctoresse ou doctrice, hein. Le mot n'est pas encore bien arrêté dans la Mhm. langue française, c'est celui que tu préféreras. Est-ce que tu as pensé déjà à l'après-thèse? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois que tu auras eu ton doctorat? Oui, alors j'aimerais retourner travailler chez RSA Cosmos. Ouais. Voilà, parce En tant que du coup que c'est, comment on peut dire, de consultante sur le logiciel, qu'est-ce que ce serait du coup ton rôle en pas. exact? Alors mon rôle exact, c'est difficile à dire, mais grosso modo, j'aurai un peu les mêmes tâches, c'est-à-dire démonstration de logiciel, accompagnement des développeurs dans le développement du logiciel, accompagnement des médiateurs scientifiques aussi, hein, dans l'apprentissage du logiciel. D'accord. Je, je vais me situer dans des tâches de cet ordre-là. Ok. Voilà. Du coup, tu resteras dans le privé. Oui. Voilà, parce que du coup, c'était une question qu'on m'avait posée avant le live, parce que la personne ne pouvait pas être là. C'était qu'est-ce qu'on peut faire après dans le privé une fois qu'on a fait une thèse en infocom. Ben, maintenant, on sait, voilà, on peut rester dans l'entreprise dans laquelle on était déjà. Euh, du coup, pas d'envie post-doctorale de rester dans le monde de la recherche. Donc j'y ai pensé, hein, j'y ai beaucoup réfléchi. Mhm. Euh, Mais en fait, j'ai voulu me rapprocher de mes objectifs de départ. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai voulu faire une thèse parce que je voulais me rapprocher de ma passion, qui est l'astronomie, d'une manière qui me stimule intellectuellement. Mhm. Je me suis rendu compte, en fait, en côtoyant mes collègues chercheurs, de ce que c'est vraiment le métier de chercheur. Mhm. Et je me suis dit que si je me dirige là-dedans, en fait, je vais plus m'éloigner de l'astronomie que je vais m'en rapprocher. D'accord. Parce que bah, tu as beaucoup de cours à préparer. Il y a bah, toutes les communications, les articles à écrire, etc. Il y a énormément d'administratifs aussi quand Mhm. tu es enseignant-chercheur en plus. Et en fait, je me dis, avec toutes ces tâches-là, je vais fortement m'éloigner de l'astro. Et c'est pas moi ce que je voulais dès le départ. Alors que si je retourne chez RSA, je serai à fond la caisse dans Bien l'astronomie sûr. parce qu'on est en contact avec des astrophysiciens, des astronomes, des médiateurs scientifiques, on développe toujours de nouvelles choses. Donc, je dois apprendre toujours de nouvelles choses que je connais pas en termes d'astronomie et d'astrophysique. Mhm. Et donc voilà pourquoi. C'est parce que je veux D'accord. rester dans cet objectif. Alors, tu l'as mentionné là et on l'a pas encore mentionné. Souvent, du coup, le travail de doctorant, enfin souvent, quasi systématiquement, le travail de doctorant, il consiste à rédiger sa thèse, faire des expériences, mais aussi écrire des articles scientifiques, parfois donner des cours à des étudiants en licence, en master. Est-ce que c'est des tâches que du coup tu as fait? Est-ce que tu as pu publier un article scientifique? Est-ce que tu t'es mis dans la peau de l'enseignant au cours de ces 3 dernières années? Alors, j'ai pas pu prendre en charge un cours sur un semestre entier, par exemple, Ouais, parce que ça faisait trop de travail entre l'entreprise et la thèse. Par contre, je suis intervenue ponctuellement dans les cours de collègues d'accord. pour faire des présentations auprès des étudiants. Par contre, j'ai accompagné 4 étudiants dans leur mémoire Mhm. de master. Donc, j'étais tutrice de mémoire en parallèle. J'ai accompagné sur des projets qui ne nécessitaient pas forcément que je sois présente à l'université. Ouais. Donc, c'est plus à ce niveau-là que je me suis glissée dans la peau d'un enseignant, c'est-à-dire sur l'accompagnement des étudiants, mais pas forcément sur la prise en charge d'un cours entier. D'accord. Au niveau du temps, je ne pouvais pas. Mhm. Au niveau des articles, j'en ai pas écrit beaucoup. Mais si on tape mon nom et mon prénom dans les archives ouvertes, il y a l'ensemble de mes publications et de mes communications. Mhm. Il y en a 3. J'en ai écrit 3. D'accord. Voilà. En Après, autrice faut savoir. principale ou en co-autrice? Alors, 2 en autrice principale et un en co-autrice. D'accord. Faut savoir dans les sciences humaines de manière générale, en thèse, on n'a pas besoin de beaucoup publier D'accord. d'articles à côté, Mhm. parce que ça prend beaucoup de temps. Mhm. Et c'est pas indispensable au fait d'être certifié après. Mhm. Enfin, la qualification, c'est ça, la qualification, pardon. Puis bon, moi, comme en plus je vais aller dans le privé, j'ai pas besoin de me faire qualifier. Ouais, ouais. Donc, c'est pas une urgence absolue pour moi. Je peux le faire après. Enfin, je compte le faire. Mais déjà, si je finis tranquillement mon manuscrit, ça m'arrange bien vu le nombre de pages qu'il y a. Oui, je comprends. Donc, il y en a 2 sur les archives ouvertes. Je sais pas où je peux mettre le lien si ça intéresse. Bah, tu Je pourras me te... l'envoyer, je pourrai le repartager après sur les réseaux. Ouais, Voilà. hop, voilà dans le chat du Teams et puis je te laisserai le Pas de soucis. repartager après si tu veux.
Sur Instagram, Spotify, LinkedIn, etc. Je précise pour tout le monde. Durant ta thèse, qu'est-ce qui a été difficile? Les allers-retours entre Avignon et Saint-Étienne. C'est vrai que c'est pas à côté. Voilà, donc l'université était à Avignon, l'entreprise était à Saint-Étienne. Donc j'ai beaucoup navigué entre les deux. La première année, j'étais 3 semaines à Saint-Étienne, 1 semaine à Avignon. La deuxième année, c'était 2 semaines, 2 semaines. Et la troisième année, au moment de la rédaction, j'étais beaucoup plus sur Avignon que l'inverse. Mais en fait, ça m'a fatigué, quoi. Oui, c'est fatigant de bouger de toute façon. Voilà. Voilà. D'accord. Les déplacements. C'est vrai qu'on peut être amené à se déplacer durant la thèse. On l'a déjà vu avec d'autres qui devaient partir au Japon, etc. Est-ce que tu as dû partir au Japon d'ailleurs? Parce que il me semble que RSA Cosmos, Konica Minolta. Voilà, il y a une petite partie japonaise aussi. Ouais, Konica Minolta, c'est japonais. Mais non, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Japon. Okay. C'est bon, voilà. On aime bien savoir qui va au Japon. Est-ce que tu appréhendes la soutenance de ta thèse? Ah oui. Ah ouais? Ouais, j'appréhende beaucoup. D'ailleurs, je me suis même inscrite à un cours dispensé par l'université pour apprendre à gérer mon stress. Ah, carrément. Parce que même si j'ai l'habitude de parler en public, c'est un exercice qui est particulier, la soutenance de thèse, quoi. Et bon, du coup, je suis allée voir d'autres soutenances pour me mettre un peu dans le bain. Tu ressens le stress des autres doctorants et tu te dis, dans quelques mois, c'est à mon tour. Et en fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait un jury devant moi qui me stresse, c'est le fait qu'il y ait un public. C'est le fait que ce soit public. Ah oui. Et là, on m'a déjà dit, oui, mais pourtant, t'as fait médiatrice, le public, t'as l'habitude. Oui, mais c'est pas pareil. Bah oui. Entre le public de planétarium ou de planétaristes et le public de chercheurs, d'étudiants, il y a la famille, il y a les amis. C'est différent. L'avantage aussi d'un planétarium, c'est qu'on est dans le noir, donc on voit pas le public. Donc il y aurait personne dans la salle, on s'en rendrait pas compte. C'est vrai. Est-ce que tu penses que... Alors, une difficulté pas forcément, mais est-ce que tu penses que ça va être un peu particulier de soutenir ta thèse devant le jury, qui du coup j'imagine est un jury principalement de chercheurs issus de l'infocom, alors qu'il y a beaucoup d'éléments de ta thèse qui sont pas issus de l'infocom et qui peuvent être issus de l'astronomie, l'astrophysique, l'informatique, comme tu as pu le dire précédemment? Alors ma thèse, elle s'inscrit quand même en sciences de l'infocom, donc pour les parties infocom, je pense que ça ira. Par contre, pour la partie astrophysique, il y aura un astrophysicien dans le jury en tant qu'invité. Et aussi donc mon co-encadrant de thèse qui est un doctorant en astrophysique et qui m'a accompagné sur ces éléments-là pendant toute la durée. Bon, c'est bien, tu as pu trouver du monde pour assurer tous les fronts. Oui. D'accord. Il y a une question qui n'a pas beaucoup été abordée au cours des autres interviews, on me l'a fait remarquer, donc j'y pense. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir été en contrat avec une entreprise, donc d'avoir fait une thèse dans le privé, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact positif sur ta rémunération? Non. Non. Tu dirais que t'as été payé comme les autres doctorants en France Oui. Ok, d'accord. Alors le salaire, c'est pas du tout tabou. De toute façon, sur les salaires de la NRT, on peut les trouver en ligne. Donc j'ai été payée en fait au plus bas de la grille de ce qui est recommandé par la NRT. D'accord. Le salaire a légèrement augmenté au fil des années parce que l'État a augmenté le salaire minimum. Donc non, pas grosso modo, c'est du 1500 net par mois, grosso modo. Il y a des bourses qui fait que le doctorant est payé plus, donc qui sont plus conséquentes. Je tiens quand même à préciser que j'ai rencontré des doctorants CIFRE qui étaient payés 4000 € par mois, par exemple, dans des grosses entreprises. Ah bon? Donc ça dépend beaucoup de l'entreprise dans laquelle on se retrouve en doctorat. D'accord. Voilà. Okay. Petit tips, chez Sanofi, ils payent 4000 € par mois, par exemple. Donc on saura que chez Sanofi, ils payent beaucoup. J'imagine que chez Total aussi, ils payent beaucoup. Voilà, on connaît les noms de ces entreprises qui doivent payer beaucoup leurs doctorants. Voilà. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui nous reste comme question là? Ça, c'est fait, le privé, voilà. Le financement. Comment as-tu trouvé ta thèse? Bah, tu l'as faite toi-même, donc pour la trouver, ça a été relativement rapide. Ah, c'est une question que j'ai pas posée. C'est comment ça s'est déroulé l'intégration
chez RSA et dans ton laboratoire du coup? Chez RSA, j'ai été très très bien accueillie Ouais. par toute l'équipe. J'avais déjà mon bureau et tout. En vrai, j'étais contente. Puis l'équipe a vraiment fait l'effort de m'intégrer de manière générale et aussi de manière informelle au repas Mhm. entre midi et deux. Ils se sont beaucoup intéressés à mon sujet aussi. Mhm. Ils se sont montrés très présents à chaque fois que j'avais des questions. Quand je les ai interviewés aussi, j'ai interviewé toute l'équipe des développeurs. Ouais. Donc l'intégration, rien à dire, quoi. J'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Ok. À l'université aussi, ça s'est bien passé. Mon directeur m'a beaucoup accompagnée dans cette intégration Mhm. pour que je puisse avoir mon bureau, que je puisse avoir les clés pour accéder à certaines salles. Mhm. Donc ça, c'est une chance quand même, hein, je le précise. À Avignon, les doctorants ont leur propre bureau. D'accord. C'est Donc, pas le cas dans toutes. est-ce que vous partagez vos bureaux avec d'autres doctorants ou c'est des bureaux individuels? Alors, on est trois à partager le bureau, Ah, mais on a trois bureaux physiques. Par contre, d'accord. chacun a sa place, quoi. C'est un petit open space, quoi. Ok. Donc on pourra inviter les étudiants en master de France à se rendre à l'université d'Avignon pour leur doctorat. Voilà. D'accord, ok, bah tant mieux. Bah, je crois, écoute, que comme je te l'avais annoncé, en à peu près 40 minutes, on a fait le tour des questions. Est-ce que Ok. le chat a des questions pour Marion ou est-ce qu'on libère Marion qui a de toute façon une obligation dans 19 minutes? Voilà. Là c'est le moment toujours un peu gênant parce qu'il Hmm. faut attendre qu'on écrive les questions s'il y a des questions. Je considère qu'au bout de 2 minutes, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Ça, t'as pas trop été perçu comme un ovni du coup dans les deux parce que chez RSA t'arrivais doctorante pour les étudier et à la fac t'arrivais elle fait de l'astrophysique en même temps, c'est bizarre. Je pense que j'ai eu le syndrome de, comment on dit là, de l'imposteur, je pense, un petit peu, D'accord. dans les deux institutions au début. Ouais, je vois, ouais. Ça a été un peu difficile à gérer mentalement. Mhm. Puis en fait, comme j'étais bien accueillie de tous les côtés, après ça a été quoi. Oui. Mais ouais, au début, ouais, c'était un peu bizarre. Ouais, je comprends. J'arrive dans une entreprise d'informatique, mais je suis en sciences de l'infocom. Mhm. J'arrive dans un labo de sciences de l'infocom et je m'intéresse à des sujets en astrophysique, alors que j'ai pas fait d'astrophysique avant. Hmm. Et après Donc c'est bien parce ça que du pose coup, question. ouais. Mais c'est bien parce que ça montre que du coup on peut faire de l'interdisciplinarité après le Mm. master, alors que les masters généralement ils ont tendance à augmenter la spécialisation dans un domaine très très particulier. Là, voilà, tu as fait une grosse interdisciplinarité. Ça devait être très agréable pour toi. Écoute, visiblement, Il n'y a pas de question. nous n'avons pas de questions. Tu as été tellement clair que les gens n'ont pas de questions. Ça, c'est le pire à la fin d'une séance de planétarium. Vous avez des questions? Rien, tu dis non. Là, il n'y a personne qui répond. Visiblement, vous avez tout compris. C'est super. Eh ben écoute Marion, je te remercie d'avoir accepté l'interview. Je Merci à toi. re-souhaite une bonne année à tout le monde et l'interview du coup pourra être retrouvée sur YouTube, Spotify et Twitch, ouais, oui forcément, en replay dès ce soir. Voilà. Bah, merci Marion, bonne journée à toi et puis bonne journée à tout le monde. Le stream est fini maintenant.